La prééclampsie est caractérisée, comme nous l'avons vu, par une dysfonction endothéliale dont la cause peut être multiple. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer cette dysfonction endothéliale. Et parmi celles-ci, une anomalie de la balance entre des facteurs vasoconstricteurs et des facteurs vasodilatateurs. Ce schéma illustre cette théorie. On voit sur la partie gauche de ce schéma, en bleu, la balance plutôt vasodilatatrice au cours de la grossesse normale. En effet, la cellule endothéliale va, sous l'influence de différents facteurs placentaires, produire des facteurs à tendance vasodilatatrice comme le ANO, la PGI2, qui vont aller agir sur la cellule musculaire lisse et maintenir cette cellule musculaire lisse en état de relâchement. À l'inverse, chez la femme prééclamptique, comme on peut le voir dans la partie droite, plutôt en rose, sous l'influence de facteurs soit d'origine placentaire, soit d'origine rénale, notamment via une activation du système rénine-angiotensine, les cellules endothéliales vont produire des facteurs plutôt vasoconstricteurs, l'endothéline 1, thromboxane 2, et l'angiotensine 2 provenant du rein vont agir sur cette cellule musculaire lisse et vont être responsables d'une vasoconstriction de cette cellule. Vasoconstriction joue un rôle important dans la physiopathologie de la prééclampsie, notamment dans l'hypertension qui caractérise ces patientes. Il existe une deuxième théorie pour expliquer cette dysfonction endothéliale chez la femme prééclamptique, c'est une augmentation de la réponse inflammatoire. Au cours d'une grossesse normale, le placenta libère dans la circulation maternelle une certaine quantité de débris cellulaires liés à l'apoptose du syncytiotrophoblaste. Ces débris cellulaires sont libérés dans la circulation maternelle et vont être dégradés par des macrophages maternels. Au cours de la prééclampsie, il a été montré qu'il existe une augmentation de la libération de ces débris d'origine trophoblastique qui vont être associés à une réponse inflammatoire accrue. Ces marqueurs d'inflammation sont d'une part une augmentation de cytokines pro-inflammatoires comme TNF-alpha, certaines interleukines, mais également une activation de l'immunité cellulaire et une activation du complément. Chez la femme prééclamptique, tous ces phénomènes sont exacerbés et semblent jouer un rôle important dans cette dysfonction endothéliale. En ce qui concerne la prise en charge de ces femmes prééclamptiques, on a pu noter qu'il existait régulièrement une amélioration des paramètres cliniques et biologiques lorsqu'on donne des corticoïdes, notamment à visée fétale, mais cette amélioration est transitoire et ne peut en soi représenter un traitement des patientes prééclamptiques. La troisième hypothèse physiopathologique pour expliquer la dysfonction endothéliale chez la femme enceinte qui présente une prééclampsie est une activation du stress oxydant. En effet, il a été montré qu'il existait chez les femmes prééclamptiques par rapport à des témoins une augmentation de marqueurs de stress oxydant au niveau placentaire et une diminution des défenses antioxydantes, notamment des enzymes antioxydantes au niveau placentaire in situ. Il a également été montré que les débris placentaires qui sont libérés par les femmes prééclamptiques sont de nature différente des débris libérés par le placenta de femmes qui ont une grossesse normale. Ce sont des débris qui sont oxydés, les lipides à la surface de ces débris sont oxydés et vont être responsables d'une dysfonction endothéliale chez la mère. Pendant très longtemps, nous avions pensé que ce stress oxydant pouvait être à l'origine de la prééclampsie et qu'un traitement antioxydant pouvait s'avérer utile pour prévenir la survenue d'une prééclampsie. En effet, un premier essai randomisé anglais avait été publié et avait montré une diminution très significative du taux de prééclampsie chez les femmes qui recevaient de la vitamine C et de la vitamine E. Mais par la suite, plusieurs essais randomisés ont démontré que cet apport de vitamine C et de vitamine E ne permettait pas de réduire ni la survenue d'une prééclampsie, ni la survenue d'autres complications associées à la prééclampsie, comme la prématurité et le retard de croissance. Il y a donc maintenant plus d'intérêt à proposer des antioxydants en prévention de la prééclampsie chez la femme enceinte. Ce que l'on pense, c'est que ce stress oxydant apparaît chez la femme enceinte qui a une prééclampsie, mais ne joue pas un rôle causal dans la physiopathologie de cette pathologie. La quatrième voie de signalisation impliquée dans la physiopathologie
de la prééclampsie, notamment la dysfonction endothéliale, est la voie des facteurs pro- et anti-angiogéniques. Les principaux facteurs angiogéniques qui sont produits par les cellules trophoblastiques au cours de la grossesse sont le VEGF et le PLGF. Le placenta en produit de grandes quantités tout au long de la grossesse et ces facteurs agissent au niveau des cellules endothéliales via deux récepteurs membranaires, le récepteur au VEGF de type 1, également appelé VEGF-R1 ou FLT1, et le récepteur au VEGF de type 2, appelé VEGF-R2 ou FLK1. Il y a une dizaine d'années, il a été décrit qu'il existait une forme soluble du récepteur au VEGF de type 1, appelé SFLT1. Cette forme soluble résultant soit d'un épissage alternatif de l'ARN messager du gène, soit d'un clivage protéique à la surface de la membrane. Ce récepteur soluble au VEGF, SFLT1, est en fait une molécule tronquée qui ne possède pas de domaine d'ancrage transmembranaire et qui garde la capacité de fixer le VEGF et le PLGF en dehors de la cellule. La production de ces facteurs pro- et anti-angiogéniques est induite par l'hypoxie, qui va jouer un rôle important au cours de la grossesse, notamment en cas d'hypoxie placentaire. Au cours de la grossesse normale, le placenta sécrète des quantités importantes de VEGF, de PLGF et d'SFLT1. Le SFLT1 a la capacité de fixer le VEGF avec une affinité beaucoup plus importante que le PLGF, ce qui explique que quasiment toute la quantité de VEGF produite par le placenta est fixée par le SFLT1, et ainsi lorsqu'on dose ce VEGF chez des femmes enceintes, on n'en retrouve quasiment pas, physiologiquement. A l'inverse, le PLGF, lui, est produit en quantité extrêmement importante et reste dosable au cours de la grossesse, et notamment cette production va augmenter pendant le premier, le deuxième et le début du troisième trimestre. Dans le schéma de droite, on voit qu'au cours de la grossesse normale, la fonction endothéliale est maintenue du fait de la présence de quantités importantes de PLGF qui vont pouvoir se fixer à la surface des cellules endothéliales sur le récepteur membranaire MFLT1. Chez la femme prééclamptique, du fait de l'hypoxie placentaire, il existe une augmentation extrêmement importante de SFLT1 qui est libérée dans la circulation maternelle, et cette augmentation de SFLT1 va fixer le PLGF libre et aboutir à un effondrement des taux de PLGF circulant chez la femme prééclamptique. Cette perte de la biodisponibilité du PLGF va être responsable d'une dysfonction endothéliale qui caractérise la prééclampsie. L'imputabilité de cette voie de signalisation SFLT1-PLGF dans le développement de la prééclampsie a été très bien démontrée par des modèles animaux expérimentaux, notamment des modèles transgéniques, qui ont très bien montré l'importance de ce couple SFLT1-PLGF, à la fois au niveau de l'endothélium maternel, mais également au niveau de l'endothélium glomérulaire. Ces facteurs pro- et anti-angiogéniques jouent un rôle capital au cours d'une grossesse normale, et il est important qu'il existe un équilibre entre, d'une part, les facteurs pro-angiogéniques, essentiellement représentés par le PLGF, et les facteurs anti-angiogéniques, représentés par le SFLT1. On a donc une balance PLGF-SFLT1 qui, lorsqu'elle est équilibrée, permet une bonne homéostasie vasculaire, permet d'assurer une bonne fonction endothéliale, permet d'assurer une barrière hémato-encéphalique fonctionnelle et permet également d'obtenir une bonne fonction glomérulaire. Au cours de la prééclampsie, il existe en fait un déséquilibre entre cette balance pro- et anti-angiogénique, avec une augmentation des concentrations d'SFLT1 dans la circulation maternelle du fait de la production placentaire, qui va fixer le PLGF libre et qui va aboutir à un effondrement des taux sériques de PLGF libre et donc de PLGF biodisponible. Cet effondrement des facteurs pro-anti-angiogéniques va avoir des conséquences sur différents organes, avec une altération de la fonction endothéliale, des phénomènes d'activation de coagulation, une altération de la barrière hémato-encéphalique, une altération de l'endothélium glomérulaire au niveau du rein. Ces facteurs pro- et anti-angiogéniques ne jouent pas seulement un rôle important dans la physiopathologie de la prééclampsie, ils deviennent des outils incontournables dans la prédiction de la pathologie. En effet, en 2004, une publication majeure a démontré que ces facteurs pro- et anti-angiogéniques étaient perturbés bien avant l'apparition des symptômes cliniques. Ce schéma illustre l'évolution des taux d'SFLT1 au cours de la grossesse chez des femmes qui ont une grossesse normale, illustrée par la courbe jaune,
On voit des taux remarquablement stables de SFLT1 dès le début de la grossesse jusqu'à 32 semaines d'aménorrhée, puis une augmentation physiologique des taux de SFLT1 jusqu'à l'accouchement. Un certain nombre de patientes présentant une prééclampsie avaient été incluses dans cette étude et sont représentées en bleu. Ces patientes ont des taux de SFLT1 3 à 4 fois plus importants que chez les patientes qui ont une grossesse normale. Ce qui est important dans ce schéma, c'est la courbe rouge qui correspond aux patientes qui, au moment des prélèvements, n'avaient pas de prééclampsie, mais qui ont développé dans un deuxième temps une prééclampsie plusieurs jours ou plusieurs semaines après. On peut noter que ces patientes ont des taux significativement plus importants que les patientes qui ont une grossesse normale, ce qui permet d'identifier ces patientes à l'aide de ces biomarqueurs. Il est admis que la concentration de SFLT1 augmente environ 5 semaines avant l'apparition des signes cliniques de prééclampsie. Il en est de même pour le PLGF représenté sur ce schéma, qui correspond à la même publication en 2004 par l'équipe de Levin. On peut noter sur ce schéma une augmentation progressive des taux de PLGF chez les femmes qui ont une grossesse normale jusqu'à 32-34 semaines d'aménorrhée, puis une diminution jusqu'au terme de la grossesse. On note également en bleu l'effondrement des taux de PLGF chez les patientes qui ont une prééclampsie par rapport aux grossesses normales. Mais ce qui est également intéressant dans ce schéma, c'est la diminution significative des taux de PLGF chez les patientes qui, au moment du prélèvement, n'ont pas de signes cliniques de prééclampsie, mais qui vont développer plus tard, plusieurs jours ou plusieurs semaines après, une prééclampsie. Et cette différence est significative des 13 à 16 semaines d'aménorrhée. Et cette publication a ouvert de nouveaux espoirs, non seulement pour une prédiction de la prééclampsie quelques jours ou quelques semaines avant l'apparition des signes cliniques, mais a ouvert également des espoirs en vue d'un dépistage précoce de la prééclampsie qui est actuellement en cours d'évaluation. La concentration de PLGF diminue donc 9 à 11 semaines avant la survenue de la prééclampsie, avec une diminution majeure 5 semaines avant la survenue de la prééclampsie. Une autre voie de signalisation semble jouer un rôle important dans la physiopathologie de la prééclampsie, c'est la voie des auto-anticorps circulant contre le récepteur de type 1 à l'angiotensine 2. En effet, il a été démontré que les patientes présentant une prééclampsie présentent des auto-anticorps dirigés contre le récepteur de type 1, l'angiotensine 2, et activant ce récepteur. Ces auto-anticorps ont donc la capacité d'activer ce récepteur, d'induire une réponse inflammatoire, mais également d'activer le complément et d'aboutir à une production à la fois d'SFLT1 et d'endothéline 1. L'augmentation d'SFLT1 aboutit à ce déséquilibre de la balance pro- et anti-angiogénique, et la production d'endothéline 1 est également un facteur important impliqué dans la dysfonction endothéliale et dans la vasoconstriction systémique. Cette nouvelle voie de signalisation a été démontrée chez des femmes et l'imputabilité de ces auto-anticorps a été démontrée dans des modèles expérimentaux animaux. Pour conclure, on peut dire que la prééclampsie est une pathologie multifactorielle liée à une dysfonction placentaire, que les anomalies physiopathologiques surviennent plusieurs semaines avant l'apparition des signes cliniques et qu'un certain nombre de biomarqueurs, notamment des facteurs pro- et anti-angiogéniques, jouent un rôle majeur à la fois dans la physiopathologie de cette maladie, mais également jouent un rôle important comme biomarqueur prédictif de cette pathologie.